Alors la perspective a été, comme on dit, et c'est pas faux, inventée à Florence entre 1420 et 1450. On a des grands témoins, Brunelleschi, Donatello, Masaccio, Alberti, tout est là. Puis ensuite, on aura Fra Angelico, Fra Filippo Lippi, et on se met à peindre en perspective. Et Florence, à ce moment-là, a incontestablement un rôle de leader, parce que Venise est complètement éloignée de la perspective, elle est absolument dans le gothique. Pisanello, qui est le grand peintre gothique international du nord de l'Italie, à Mantoue en particulier, c'est un peintre gothique de cour, il n'y a aucun espace perspectif centralisé. Quant aux Siennois, avec tout l'amour que je porte à Sienne, alors vraiment ils ne comprennent pas, ou plutôt, non, soyons honnêtes, ça ne les intéresse pas. Ça n'intéresse pas, ils ne veulent pas entendre parler de perspective monofocale. Il leur faudra beaucoup de temps, d'ailleurs, pour l'admettre. Il faudra qu'en particulier Florence s'en occupe sérieusement. Donc, c'est à Florence que ça se passe. Alors, c'est très intéressant, cette question, parce que c'est quoi une école de peinture? Comment se fait-il qu'à un certain moment, une ville avec un nombre de peintres, un milieu artistique et intellectuel, on arrive à proposer quelque chose qui va devenir une sorte de modèle pour d'autres? Alors, il y a beaucoup de raisons. Par exemple, il faut savoir qu'à l'époque, et ça c'est Samuel Edgerton qui y a pensé, Florence est un grand centre de cartographie. Et que la relation entre cartographie et perspective est absolument intime. Par exemple, on sait que un médecin, Paolo Toscanelli, auteur d'un traité de perspective, d'un traité sur les miroirs pour faire apparaître les dragons, est également quelqu'un qui a écrit à Christophe Colomb pour lui dire qu'il ferait bien aller voir à l'ouest s'il ne se passait pas quelque chose, à partir de réflexions cartographiques. Donc cartographie et perspective ont profondément à voir ensemble. Mais ça n'explique pas pourquoi la perspective va l'emporter, pourquoi Florence va devenir la ville de la perspective centralisée, etc. Et là, je crois historiquement qu'une des données, non pas la donnée, mais une des données fondamentales ou importantes, c'est le rôle politique de Côme de Médicis, Côme l'Ancien, qui rentre d'exil, il me semble me rappeler, en 1434, et dont le premier soin va être d'organiser le pouvoir en faveur des Médicis. Ça va durer longtemps, comme on le sait. Or, il a à ce moment-là un grand ennemi dont il a obtenu l'exil immédiat dès son retour, qui est le citoyen le plus riche de Florence, qui s'appelle Palla Strozzi, le palais Strozzi d'aujourd'hui, et Palla, cette grande famille florentine, les Strozzi, et Palla Strozzi, la famille Strozzi, est une famille ennemie de la famille des Médicis, Côme obtient le départ de Palla Strozzi, et il se trouve qu'en 1425, les dates sont très précises, Palla Strozzi a fait peindre une adoration des mages à Gentile da Fabriano, qui est le peintre gothique international par excellence. Une peinture d'un luxe, il y a de l'or, du relief, etc. Et on va dire, pour parler à la Toscane, un désordre narratif extraordinaire, mais d'une profusion, c'est un chef-d'œuvre d'art gothique international. Et en choisissant Gentile da Fabriano, Palla Strozzi indiquait premièrement, je suis le plus riche de Florence, parce que cette peinture est la plus riche, donc c'est moi qui ai le plus d'argent à Florence. Deuxièmement, je suis digne d'une cour, puisque le gothique international est un art de cour. Eh bien, comme l'Ancien, reprenant le pouvoir, ne pouvait pas choisir un art gothique international. Il fallait absolument que, politiquement, il indique qu'il prenait le contre-pied de cette dimension, cette direction passionnante, par ailleurs, parce que Gentile da Fabriano, c'est un très grand artiste également. Et il choisit donc, on le voit très bien, il choisit de faire un art sobre, un art inspiré par la toscanita, c'est-à-dire l'aspect toscan. L'aspect toscan, ça veut dire quoi? Retour à Giotto. Retour à Giotto. Et Giotto, c'est quoi? C'est l'architecture. L'architecture, même en peinture, l'architecture sobre, puissante, organisée, et sans démonstration de luxe, d'or, mais au contraire des figures dignes, des figures pesantes. Donc, retour à Giotto, par-dessus Masaccio. Là, c'est Giotto qui comptait. Et à ce moment, évidemment, le système proposé par Masaccio, en 1525, à la fois la Trinité, mais surtout la chapelle du Carmine, avec les architectures et les personnages du Carmine, devenait un modèle de peinture sobre, pleine de dignitas, et de tradition toscane. Donc, comme l'Ancien, dans le fond, choisissait ce style comme représentant la tradition de la ville de Florence, de la toscanité. Et qu'il y ait une dimension politique dans ce choix, on le voit à deux raisons. Premièrement, quand, comme l'Ancien commande des tableaux pour les chapelles Médicis ou des chapelles Comé Damien, etc., dans Florence, eh bien, il demande à Fra Angelico ou à Filippo Lippi, et ce sont ce qu'on appelle des tavole quadrate, des panneaux carrés, c'est-à-dire des panneaux qui ne sont plus gothiques, qui ne sont plus en des politiques gothiques, mais qui sont des carrés ou des rectangles avec une perspective centrale. Et on trouve dedans Saint Côme et Saint Damien, c'est-à-dire les deux saints protecteurs des Médicis. Donc, en une dizaine d'années, Côme réussit à faire que le nom des Médicis et des commandes Médicis soient associés
à ce style sobre, digne, rigoureux, etc. Et c'est une opération publique, c'est dans des lieux publics. Par contre, quand Côme l'Ancien fait décorer sa chapelle privée dans le palais Medici-Riccardi, à qui fait-il appel? Pas à Gentile Fabriano, puisqu'il est mort, mais il fait appel à Benozzo Gozzoli. Et Benozzo Gozzoli est la version florentine du gothique, mis au goût du jour, mais ça reste fondamentalement gothique. Le cortège des rois mages à l'intérieur de la chapelle des Médicis, en fait, c'est un chef-d'œuvre gothique. Donc, à l'intérieur, eh bien, Côme se comporte en prince, mais à l'extérieur, il se comporte comme père de la patrie. C'est la formule qu'il y aura sur sa tombe, il est père de la patrie, et donc en citoyen florentin. Donc, je pense que, à un niveau, disons, de chronologie historique, le succès de la perspective à Florence est intimement lié à une opération politique de représentation du pouvoir Médicis par le biais d'une peinture, d'une forme de peinture dont le principe, on va dire presque moral, est celui de la sobrietas. La sobrietas et la res publica. Et c'est ce que représente effectivement la perspective, puisque la perspective, telle qu'en parle Alberti, dans son De Pictura en 1435, la perspective, qu'est-ce qu'elle construit? Elle construit d'abord un lieu qui est un lieu d'architecture, c'est très clair, puisqu'il y a un pavement et des murs. Ce lieu, c'est une place, et sur cette place, l'histoire se déroule. Et cette place, c'est le lieu de l'histoire, c'est-à-dire le lieu de l'histoire, c'est la place urbaine. C'est sur la place de la ville que se fait l'histoire. Et donc c'est ça l'idée de l'histoire républicaine. On a les discours des chanceliers de la République florentine en même temps, qui disent la liberté, eh bien, elle se décide sur la place. Alors que la maison privée, celle du prince en particulier, le lieu de la trahison et de la fourberie. Donc il y a une dimension idéologique. Moi, je vais bientôt écrire quelque chose justement sur la dimension politique du De Pictura d'Alberti. Parce que là, je vous raconte tout ça, sincèrement, je pense que c'est exact, mais une chose que je n'ai pas dite, c'est que à qui Alberti a-t-il dédié son De Pictura? Il l'a pas du tout dédié à Côme l'Ancien, ça aurait été trivial. Non, il l'a dédié au prince de Mantoue. Il est dédié au prince de Mantoue, qui lui est un grand admirateur. Quel est le peintre du prince de Mantoue à cette époque? C'est Pisanello, c'est-à-dire le gothique international par excellence. À ce prince, qui a une cour magnifique, qui a Pisanello comme le plus grand peintre gothique du moment, qu'Alberti dédie un opuscule très court qui est destiné à révolutionner la peinture et à proposer ce qui va être une peinture à l'opposé de Pisanello. Donc vous avez là encore un autre aspect passionnant, c'est que l'invention ou le triomphe de la perspective, ça va être le triomphe d'un certain humanisme, celui d'Alberti, il faudra voir ce que ça veut dire, par rapport à un autre humanisme, l'humanisme de cour, de Guarino, de tous les gens, des humanistes qui gravitent dans les cours du nord de l'Italie. Vous avez là aussi une autre dimension qui montre la complexité du phénomène du succès de la perspective. Cela dit, encore autre niveau de réflexion, d'analyse, on ne peut pas en rester là, parce que c'est pas par anecdote que la perspective l'a emportée, qu'elle s'est diffusée, qu'elle est devenue la forme de représentation européenne. Il y a évidemment des raisons plus profondes qui ne tiennent plus à l'actualité historique, ponctuelle ou chronologique, même si cela est essentiel pour comprendre ce qui s'est passé dans les faits année après année. Mais plus fondamentalement, la perspective, elle a un sens. Elle n'a pas seulement le sens toscan que lui donne Côme l'Ancien, elle a un sens, je dirais, vraiment proprement philosophique. La perspective, comme l'a très bien dit Hubert Damisch, ça ne montre pas seulement, ça pense. Et c'est ça, qu'est cette pensée qui finalement fait que ça triomphe pas seulement à Florence pour des raisons politiques, mais ça a finalement triomphé dans toute l'Europe, et pour 4 siècles. Et plusieurs réponses ont été proposées. Une des plus célèbres, c'est celle d'Erwin Panofsky. La perspective est une forme symbolique. Il montre comment il y a une perspective antique, grecque, romaine, comment celle-ci se perd au Moyen-Âge, et comment la perspective au XVe siècle, que ce soit en Italie ou dans les Flandres, il y a aussi une perspective dans les Flandres, il ne faut pas l'oublier. Il y a de très belles perspectives dans ces années-là, centralisées aussi dans les Flandres. Mais elles ne sont pas mathématiques, c'est la grande différence. Donc il propose, Panofsky, que cette nouvelle perspective, en particulier la perspective mathématique, eh bien, elle est la forme symbolique, c'est-à-dire la forme à laquelle est attaché intimement le concept de, une forme symbolique, d'une vision déthéologisée du monde. Alors ça, c'est du charabia. Déthéologisé, ça veut dire un monde d'où Dieu se serait absenté. Un monde qui devient, le monde cartésien, de la matière infinie. Parce qu'effectivement, les lignes de fuite d'une perspective, elles sont parallèles en réalité ou se rejoignent-elles à l'infini. Donc le point de fuite, il est à l'infini. Donc Panofsky estime que la perspective est la forme symbolique d'un univers déthéologisé, c'est-à-dire où l'infini n'est plus seulement en Dieu, l'infini est réalisé dans la matière en acte sur Terre. Bon, c'est bien, c'est intéressant, c'est même un article fondamental, c'est un article génial, ça n'y a pas de problème. Mais il y a une chose, c'est que Alberti est un aristotélicien. Sa pensée est aristotélicienne, et Alberti, il ne peut pas penser, de penser l'infini sur Terre. Pour lui, l'espace est aristotélicien, c'est-à-dire un espace clos.
Et il est fait de la somme de ces lieux. C'est ça l'espace aristotélicien. Et donc, pour Alberti, le point où se rejoignent les lignes de fuite n'est jamais appelé point de fuite, il est appelé point central. Pas du tout point. Et encore à la fin du XVIe siècle, on dira le terme de la perspective, donc la fin. Donc les lignes de fuite ne se rejoignent pas à l'infini, ça c'est une idée moderne. Au XVe et encore au XVIe siècle, elles se rejoignent à la fin de la perspective. Le modèle de ça, c'est grosso modo la scène de théâtre. Perspective et théâtre sont deux séries qui s'influencent réciproquement de manière tout à fait extraordinaire. Le théâtre est un lieu clos, sur lequel se joue une scène historique. C'est exactement ce qu'est le panneau de peinture que propose Alberti. Donc l'explication de Panofsky par l'univers déthéologisé, elle est passionnante, elle est philosophiquement passionnante, mais historiquement inadéquate. Pierre-Franck Castel a proposé une autre interprétation dans Peinture et Société. Il dit, en fait, la perspective, dans la perspective, les hommes du temps construisent une représentation du monde ouvert à leur action et leurs intérêts à leur action. Effectivement, à nouveau, c'est très intéressant parce que le point de fuite, pour parler en termes actuels, il est la projection dans la représentation de l'œil du spectateur. Donc le monde s'organise en fonction de la position du spectateur. Le monde est construit pour le regard du spectateur qui ensuite doit bien sûr y prendre sa place. Et ensuite, si vous regardez les peintures de Masaccio, par exemple, qui est absolument contemporaine de tout ça, qui est un des inventeurs de la perspective, vous constaterez que les figures de Masaccio, elles ont les pieds solidement sur terre, à différence des figures gothiques qui sont l'air d'être sur la pointe des pieds, et que dans le fameux tribut, la fresque du tribut du Carmine, il y a un très beau geste du Christ redoublé par Saint-Pierre, indiquant impérativement de l'index d'aller à droite faire quelque chose. Et Saint-Pierre va à droite, il trouve la pièce d'argent dans la bouche du poisson, le monde s'ouvre à l'action des hommes. Alors ça c'est très juste, je crois que ça n'épuise pas la dimension philosophique de la perspective, de l'opération intellectuelle. Pour ma part, et me servant du vocabulaire de l'époque, je dirais que la perspective, ça n'est pas une forme symbolique puisqu'elle changera de fonction, mais au XVe siècle en tout cas, elle signifie quelque chose. Elle signifie effectivement une conception du monde, une vision du monde, elle la construit, elle la montre, cette vision du monde, et c'est le monde en tant qu'il est commensurable à l'homme. Commensuratio, le terme de commensuratio est utilisé par Alberti dans le De Pictura et également par Piero della Francesca dans son livre sur le De Prospectiva Pingendi, la perspective de la peinture. La perspective, avant de s'appeler perspective, on l'appelait commensuratio. C'est-à-dire le monde, c'est-à-dire la perspective, c'est la construction des proportions harmonieuses à l'intérieur de la représentation en fonction de la distance, mais tout ça étant mesuré par rapport à la personne qui regarde, évidemment au spectateur. Donc le monde devient commensurable à l'homme. Il n'est pas bien sûr infini, il n'en est pas question. La question de l'infini ou du fini ne se pose pas. La question qui se pose, c'est un monde qui soit commensurable par l'homme et dont l'homme puisse construire une représentation vraie de son point de vue. Vrai de son point de vue, c'est-à-dire relativement vrai au point de vue vu par l'homme. Je signale, à l'appui de cette ligne d'interprétation, qu'en même temps qu'on mesure l'espace, qu'on le comme-mesure dans la peinture, on le mesure dans la cartographie, et également on mesure le temps avec l'horloge mécanique. L'horloge mécanique, Brunelleschi, inventeur de la perspective, était, nous apprend Vasari, un grand fabricant d'horloges mécaniques. C'est-à-dire que ce qui se passe à ce moment-là, c'est une nouvelle conception de la mesure de l'espace et du temps. Et bien sûr, cette géométrisation de l'espace et du temps, parce qu'une horloge mécanique, c'est rien d'autre qu'un engrenage, donc ça géométrise le temps. Il y a le sablier, qui lui compte le temps qui s'écoule et qui sera fini, et l'horloge mécanique qui géométrise le temps, on n'a qu'à la remonter indéfiniment, elle ne s'arrêtera jamais. Bon, et donc cette géométrisation de l'espace et du temps, je crois que c'est là, et la commensurabilité de l'espace et du temps à l'homme, je crois que c'est là l'innovation fondamentale, mais bouleversante en fait, de l'invention de la perspective. D'ailleurs, quand on parle d'invention de la perspective, il ne faudrait pas croire que c'est fait d'un coup. Que d'un seul coup, ça y est, il suffit d'un peintre génial, d'un architecte, d'un peintre, d'un sculpteur géniaux, puis d'un théoricien extraordinaire, Alberti, pour que ça y est, on a la perspective. Non, on n'a qu'à regarder la fresque de Masaccio, le tribut, donc au Carmine. Eh bien, rappelez-vous, ou essayez d'imaginer, la fresque est... effectivement, il y a un seul espace peint pour tout le mur, ce qui est déjà une nouveauté assez considérable que de faire un seul espace, avec un point de fuite central qu'indique la perspective, mais il y a 3 groupes de personnages, et il y a 3 fois le même personnage. Saint-Pierre est représenté 3 fois. Il est représenté au milieu dans le groupe des apôtres avec Jésus, à l'extrême gauche quand il va chercher la pièce dans la bouche du poisson, et à l'extrême droite quand il donne cette pièce au gardien de la ville. Donc, l'unification du lieu de l'historia, j'ai pas envie de dire l'unification de l'espace, parce que c'est un problème complexe, mais l'unification du lieu de l'histoire n'implique pas immédiatement l'unification temporelle de l'histoire. Il peut y avoir un seul lieu, mais 3 épisodes successifs dans le lieu. Il faudra attendre un certain temps,
pour que d'abord l'unification du lieu l'emporte, hein, parce qu'il y aura encore longtemps des peintures avec pas de lieu unique. Prenez Filippo Lippi à Prato, hein, la danse de Salomé, ce magnifique chapelle, hein, le chœur de Prato avec l'histoire de Saint Jean-Baptiste et de Saint-Étienne, la danse de Salomé à la décapitation de Saint Jean-Baptiste, dans une magnifique perspective centralisée, hein, d'architecture de pavement admirablement construit. Salomé est présente 3 fois. Elle danse, elle prend la tête de Saint Jean-Baptiste et elle la porte à Hérode sur la droite. Et Hérode s'est déplacé entre-temps. Donc ça n'est pas parce qu'on unifiait le lieu de l'historia, qu'en même temps, on avait d'un seul coup tiré la conclusion, qui mettra du temps, c'est que unité de lieu, unité de temps, unité d'action. Non, il peut y avoir unité de lieu, mais il peut y avoir 3 temps différents dans une seule action malgré tout. Il y a quand même une unité d'action, une unité de lieu, une unité d'action. Mais le temps peut se répartir dans différents moments du lieu, parce que ces gens-là savaient parfaitement bien qu'un tableau, une fresque, ça se regarde dans le temps. Hein, même si le lieu est unique, il nous faut du temps pour aller du centre au côté et parcourir. Donc eux enregistraient très simplement le fait qu'une peinture, ça se regarde dans le temps, et que donc ils n'ont pas supposé qu'il fallait immédiatement une unité de temps par rapport à l'unité de lieu. Et puis ensuite, invention, ça va venir, c'est Léonard de Vinci, on va dire qu'il a joué un rôle assez important pour dire qu'on ne peut pas mettre plusieurs fois la même figure dans un seul espace, que c'est contradictoire, etc. Mais ça, c'est les années 1490, c'est la fin du siècle, et en plus, la personne qui le dit, Léonard de Vinci, est quelqu'un qui, alors, à la fois admire Alberti, puisque Alberti est le seul Italien contemporain que cite Léonard dans tous ses écrits. Hein, il n'y a pas un seul artiste autre qu'il cite, ou théoricien qu'il cite dans ses écrits italiens. Mais Léonard de Vinci, en même temps, après avoir démontré sa capacité en perspective, rejette la perspective linéaire. Hein, il la rejette. Le moment je crois, magnifique de ce rejet, enfin on voit bien s'opérer, c'est la dernière scène, hein, qui est à San Maria del Grazie à Milan, où le plafond construit une perspective parfaite, mais la table des apôtres et le Christ sont en avant de cette perspective. Et après la dernière scène, Léonard ne peindra plus une seule perspective géométrique, pour des raisons qui sont les siennes, mais qui fait, je crois, enfin, qu'on peut rattacher à une tendance générale consistant à dire que si la perspective a construit le lieu pour l'histoire, et pour les figures qui vont venir prendre place dans ce lieu, eh bien progressivement, la figure s'affranchit des limites de son lieu. Et donc elle s'affranchit aussi, elle prend possession de l'histoire au-delà du lieu construit par la perspective. Donc l'invention de la perspective, c'est à la fois quelque chose qui se passe finalement assez rapidement, un siècle et demi, pour un bouleversement complet du système de représentation, c'est quand même assez rapide, et en même temps, quand on entre dans le détail de ce qui s'est passé, on se rend compte de la complexité de cette transformation, complexité logique, parce que les enjeux théoriques de la perspective ne sont pas légers.